sera l'objet alors de la dernière partie de cette leçon qui a un rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va voir enfin, peu de grand cadre, les conséquences de la guerre. Les conséquences de la guerre. Oui. Création sans condition. Donc, sans condition. Sans condition. Oui, on peut perdre la guerre et poser des conditions. Alors, quand vous allez en discussion pour trouver des solutions à une crise, c'est ceux-là qui sont en position de force qui peuvent en fait dicter le rythme. Donc, si vous perdez, votre marge de manœuvre est très limitée. Très limitée. Peut-être ceux-là qui ont remporté la victoire, s'ils ne veulent pas continuer la résistance, ils peuvent, alors la guerre, ils peuvent peut-être vous concéder quelque chose. Mais votre marge de manœuvre est limitée, voire faible, voire même nulle pendant ces discussions. Parce que c'est celui qui est en pole position qui va dire ce qu'il y a lieu de faire. On vous rappelle ce qui s'est passé en 1919 à Versailles. L'Allemagne est défaite. Alors, on va lui imposer des sanctions à Versailles. Et nous le verrons aussi dans le cadre du règlement du conflit. L'Allemagne qui a été défaite, ainsi que l'Italie et le Japon, seront obligés d'accepter les conditions de la victoire, les conditions de défaite, entendez par là, les conditions des vainqueurs de la guerre. Donc, devant cette situation de capitulation, les Japonais n'ont pas d'autre solution que d'obtempérer, entendez par là, d'accepter les clauses qui seront décidées par les vainqueurs. Donc, revenons maintenant aux conséquences de la guerre. Les conséquences de la guerre. Alors, les conséquences, nous allons les étudier suivant trois grands axes, voire un quatrième axe. Le premier axe va porter sur les conséquences humaines. Et dans ces conséquences humaines, nous nous intéresserons aux pertes humaines provoquées par la guerre. Ensuite, vous aurez des conséquences sociales. Et le petit 3 va porter sur les conséquences économiques et matérielles. Et enfin, les conséquences politiques du second conflit mondial. Alors, on s'intéresse donc au petit 1, les conséquences humaines. Les conséquences humaines. Alors, le premier constat que l'on peut faire au niveau des conséquences humaines, jamais dans l'histoire de la guerre, une guerre n'aura fait autant de victimes. On a dénombré près de 50 millions de morts directes ou indirectes liées à cette crise. Donc, la Seconde Guerre mondiale a été une catastrophe, une hécatombe. Donc, la Seconde Guerre mondiale a été une hécatombe. Qu'est-ce qu'une hécatombe? Une catastrophe que l'on ne peut pas mesurer. Donc, dans l'histoire de la guerre, dans le domaine des pertes humaines, jamais une guerre n'aura fait autant de victimes. 50 millions de morts directes ou indirectes liées à ce conflit. Alors, pourquoi on est arrivé à une telle catastrophe en termes de perte en vie humaine? C'est parce qu'on a réussi à perfectionner, vous avez ce qu'on appelle le perfectionnement des engins de mort des méthodes, très bien,
de torture, virgule, de massacre, et de destruction. Vous avez, en ce qui concerne les engins de mort, la bombe atomique qui réussit à réduire toute une ville. Des villes comme Hiroshima et Nagasaki étaient au sortir du bombardement des villes fantômes. Donc, la bombe atomique a été perfectionnée. Cette bombe parviendra alors à rayer des villes de la carte. Et les conséquences de cette bombe vont même se ressentir 20 ans après, avec des malformations génitales, etc. Bien. Vous avez comme autre méthode perfectionnée les chambres à gaz. Ça permet de tuer en masse les Juifs. Vous avez le rationnement. En fait, en quoi consiste le rationnement? C'est donner le strict minimum à quelqu'un pour qu'il ne meure pas tout de suite. Il va mourir à petit feu jusqu'au moment où il ne sera plus utile aux Allemands. On va alors les conduire vers les chambres à gaz. N'oubliez pas, les Juifs ont été utilisés dans des travaux. Donc, ce qu'on appelle, ils ont été asservis pendant cette période. Vous avez les fours crématoires. Vous avez les déportations. Vous avez les épurations. Donc, autant de méthodes de torture qui ont été adoptées par l'armée allemande pendant cette période. Les massacres. Vous avez les exécutions sommaires. On tue les prisonniers, on ne fait pas d'otages. On va tuer en masse. Retenez que pendant cette période, l'instinct animal de l'homme a pris le dessus sur l'instinct social. On tue pour le plaisir de tuer. Et les destructions. Parce que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas donner la possibilité à l'ennemi de refaire ses forces pour pouvoir penser à une revanche. Raison pour laquelle toutes les ressources que l'ennemi peut utiliser sont alors pompées par les vainqueurs ou détruites par ces derniers pour que l'ennemi ne puisse pas réorganiser ses forces. Raison pour laquelle, lorsque la guerre se termine, ce sera une hécatombe dans l'espace européen. Donc, c'est ça qu'il faut retenir en ce qui concerne cette saignée dans l'espace européen. Cela est lié au perfectionnement des engins de mort, des méthodes de torture et de massacre. Et le résultat, on va dénombrer plus de 50 millions de morts directes ou indirectes. Au sortir de la guerre, notamment au lendemain des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, des philosophes commencent à s'intéresser à l'intelligence de l'homme. Et raison pour laquelle Albert Camus va, au lendemain des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, dire que la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Donc, on a mis en avant l'intelligence de l'homme pour détruire l'homme. Donc, on appelle à une prise de conscience sur l'utilisation de la science au profit de la société et non pour détruire cette société. Donc, les scientifiques sont ainsi appelés à plus de raisons pour ne pas inventer des armes qui vont détruire le monde. Malheureusement, ces scientifiques vont rivaliser d'ardeur pendant la guerre froide. On va inventer des armes
qui sont encore plus sophistiquées, encore plus puissantes que la bombe atomique. Et nous reviendrons, quand nous parlerons de la guerre froide, de cette bombe H américaine et de cette bombe H soviétique. Donc, la Seconde Guerre mondiale a été une guerre d'anéantissement. Maintenant, pour vous donner une idée des destructions, nous allons nous intéresser à quelques villes qui ont été détruites et à quelques économies qui ont été touchées. Si on prend l'exemple de la France, en France par exemple, vous avez des villes, donc comme le Havre, donc des villes comme le Havre avaient été détruites à 80%. Parce qu'il fallait empêcher à la résistance française de s'organiser dans ces villes. Vous avez comme autre ville, Saint-Lô. Donc cette ville a été touchée à 70%. Un exemple de destruction matérielle. Nous reviendrons tout à l'heure dans la partie. Alors, avec cette destruction des biens matériels et autres, la population aura des difficultés pour trouver des ressources alimentaires. Vous comprenez alors la suite logique des destructions donc, de biens. Cela va affecter la population parce qu'il y aura des individus qui ne parviendront pas à s'alimenter pendant cette période. Alors, puisque nous sommes au niveau des conséquences humaines, on aura dénombré dans l'espace français près de 600 000 victimes, 600 000 morts. La guerre aura tué près de 600 000 personnes. Dans l'espace russe, on a dénombré plus de 21 millions de morts. Et ce lourd tribut qui a été payé par l'Union soviétique s'explique par le perfectionnement des engins de mort, des méthodes de torture, mais aussi par l'utilisation de la tactique de la terre brûlée. Parce que les soviétiques, surpris par les Allemands, vont battre retraite. En battant retraite, les soviétiques vont alors détruire les ressources que les Allemands peuvent utiliser. Voilà pourquoi les populations laissées à elles-mêmes ne parviendront pas à trouver les moyens de subsistance. Et vous avez ce qu'on appelle les effets collatéraux de la guerre. Ces populations laissées à elles-mêmes vont alors mourir en masse, puisque les soviétiques, en repliant vers le désert de la Sibérie, détruisent ce qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux, ou bien empoisonnent tout. Ce qui fait que les soldats allemands, une fois dans l'espace russe, auront des difficultés pour trouver un butin de guerre. Et en même temps, les soviétiques vont transplanter très loin leurs installations importantes pour continuer la guerre vers le désert de la Sibérie. Donc très loin de la portée de l'armée allemande. Or, dans le désert de la Sibérie, nous sommes dans des zones qui sont très froides. Et d'ailleurs, le froid fait partie des facteurs ayant stoppé la progression des Allemands dans l'espace russe. Mais les Russes retenaient seulement, ont payé un lourd tribut. En termes de pertes en vie humaine, on a dénombré plus de 21 millions de morts. Vous avez les Juifs, ils ont été presque exterminés. Vous avez une extermination des Juifs. Oui. Pourquoi les Juifs se sont laissés malmener comme ça par les Allemands? Non, ils ne se sont pas laissés malmener. En fait, nous reviendrons sur cette histoire de la Chine, par l'histoire des Juifs depuis l'Antiquité. Les Juifs vont être dispersés dans le monde, former des groupuscules qui n'auront pas donc de force, leur
permettant, donc de force leur permettant de faire face aux Allemands. C'est ainsi que ces groupuscules vont être sous la domination allemande et même ailleurs, et l'occasion est donnée par Hitler qui a donc un contentieux avec ces Juifs à régler son problème en tuant beaucoup de Juifs. Donc, les Juifs sont presque exterminés. Sur les 10 millions de Juifs que comptait l'Europe pendant cette période, l'Allemagne nazie, à elle seule, a réussi à exterminer, à tuer 6,5 millions de Juifs. Donc, l'ambition première de l'Allemagne, c'était d'exterminer cette race. Donc, vous voyez que les pertes humaines sont énormes. La liste est loin d'être exhaustive. Si on veut dénombrer le nombre de victimes, il y a des victimes dans l'espace. On a dénombré près de 100 000 victimes dans l'espace britannique. Donc, vous avez près de 100 000 dans l'espace britannique. On a aussi noté près de 300 000 victimes dans l'espace italien. Les Américains vont avoir le moins de pertes en vie humaine, ça se comprend, parce que la guerre ne se déroulait pas sur l'espace américain. C'est l'Europe qui était le principal théâtre de la guerre, raison pour laquelle l'Europe va payer un lourd tribut. Voilà les pertes dans l'espace européen. La guerre s'est aussi déroulée dans l'espace asiatique. Le Japon va connaître aussi d'énormes pertes. On a dénombré dans l'espace japonais plus de 2 millions de morts. Donc plus de 2 millions de victimes dans l'espace japonais. Donc en résumé, qu'est-ce que l'on peut retenir des conséquences humaines? C'est que la Seconde Guerre mondiale a été une saignée, a été une catastrophe, a été une hécatombe. Voilà pourquoi, lorsque la guerre se termine, les vainqueurs vont décider de réorganiser le monde sur de nouvelles bases pour que pareille situation ne se reproduise plus. Nous avons dit tout à l'heure que l'Europe est le principal théâtre des opérations. L'Allemagne est aussi parmi les principaux acteurs de cette crise. L'Allemagne va à son tour dénombrer près de 7 millions de morts, donc de victimes, c'est énorme. Voilà pourquoi nous avons dit ici, en résumé, la Seconde Guerre mondiale est une hécatombe. Alors, cette hécatombe va avoir aussi des conséquences au niveau social. Donc, nous allons dans la deuxième partie, petit 2, les conséquences sociales. Les conséquences sociales de la guerre. Alors, pour ces conséquences sociales, on peut retenir comme premier fait important le déséquilibre entre les sexes au lendemain de la guerre. Donc, premier fait important, déséquilibre entre les sexes. Vous avez un déséquilibre entre les sexes. Si on prend l'exemple de l'Union soviétique, nous avons 7 femmes pour 4 hommes. Cette femme pour 4 hommes. Donc tout ça, c'est lié aux conséquences de la guerre. Ça se comprend, ce sont les hommes
qui étaient au front. Les femmes à la maison, évidemment pour s'occuper du foyer. Et lorsque la guerre se termine, dans l'espace russe, où on a dénombré plus de 21 millions de morts, il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Donc retenez par là, chaque homme dans l'espace russe pouvait prendre une femme et il y aura 3 femmes qui ne pourront pas avoir de mari. Autre élément important, toujours, vous avez comme autre conséquence le déséquilibre entre les âges. Le déséquilibre entre les âges. Le déséquilibre entre les âges. Ah, ça se comprend. Ce sont les jeunes qui étaient au front, le sexe, en fait ici pendant cette période, vous avez les vieux qui vont être plus nombreux que les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui étaient au front. Donc, l'autre conséquence, le déséquilibre entre les âges, ce sont les jeunes qui sont au front. La guerre terminée, la comparaison entre les effectifs des jeunes et les effectifs des vieillards, on se rend compte qu'il y a plus de vieux que de jeunes. Parce que ce sont les vieux, par les jeunes qui étaient au front pendant la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Toujours au niveau des conséquences sociales. Les femmes vont jouer un rôle important pendant la guerre. Au moment où les hommes étaient au front, la République doit continuer de fonctionner. La résistance est parfois rudement menée par des femmes. Des femmes vont alors occuper des postes jadis réservés aux hommes parce que c'était des postes, des emplois réputés durs. On va désormais, pendant la guerre, retrouver les femmes à ces postes de responsabilité. Lorsque la guerre se termine, les femmes qui auront joué un rôle déterminant dans la libération de l'Europe vont avoir une promotion. C'est ainsi qu'on va leur accorder le droit de vote. Les femmes deviennent alors éligibles et électrices. Donc, elles vont commencer à jouer des fonctions politiques au lendemain de la guerre. Donc, vous voyez les conséquences sociales de la guerre. Toujours par rapport à ces conséquences sociales sur le déséquilibre entre les âges, vous aurez ce qu'on appelle la pyramide des âges. Dans l'espace européen, la plupart des pays européens montrent un basculement vers les vieux. Mais la guerre terminée, à partir des années 1950, on va favoriser ce qu'on appelle le taux de natalité. Et ainsi, l'Europe va entrer dans la phase de baby boom. On va inviter les couples à se démultiplier, à faire beaucoup d'enfants, notamment dans les années 50. Toujours dans le cadre des conséquences sociales, le taux de chômage, il devient nul, parfois négatif. Il y a, pendant cette période, des emplois à pourvoir, mais il n'y a pas de travailleurs. Parce que les jeunes ont été décimés par la guerre. Donc, au niveau social ici, vous avez du travail à pourvoir, mais il n'y a pas de travailleurs. Parce que, évidemment, le vieux, c'est pour se reposer à la retraite. Ce sont les jeunes qui vont aller au travail. Donc, s'il n'y a pas de jeunes, alors le travail devient difficile à mener. Pourquoi donc, au lendemain de la guerre, on va constater un taux de chômage qui est nul, voire négatif dans certains cas. Autre élément important dans le cadre des conséquences sociales, les femmes qui ont participé à la guerre
ont acquis des droits. Parmi ces droits, nous avons signalé le droit de vote, mais il y aura d'autres multitudes de droits liés aux libertés fondamentales. Elles deviennent alors responsables de leur corps et ces droits-là qui vont être perfectionnés jusqu'aujourd'hui. On vous parle d'égalité entre l'homme et la femme et dans les démocraties modernes aujourd'hui, on vous parle de parité, en tout cas en ce qui concerne les postes électifs au Sénégal. C'est devenu aujourd'hui une réalité. Très bien. Toujours au niveau social. Lorsque la guerre se termine, certains États ont été, certaines zones ont été occupées par des États. Alors, c'est le cas de l'espace polonais, la province orientale de la Pologne, est occupée par l'Union soviétique. Les populations polonaises qui ne veulent pas de leur intégration à l'Union soviétique vont alors se déplacer, vont fuir l'occupation russe. Donc, au niveau social, la carte de l'Europe est en train de changer. Des populations fuient de nouveaux maîtres pour ne pas être dominées. Ou bien, ce sont des populations qui ont fui la guerre. La conséquence, c'est quoi? On aura des millions d'Allemands qui vont fuir vers l'espace américain. On notera des millions de Polonais qui vont fuir la province orientale de la Pologne occupée par les Russes vers l'espace allemand, etc. Donc, la carte commence à changer par rapport aux populations. On retrouve alors des migrations, des déplacements de population vers des pays beaucoup plus paisibles. Voilà donc la configuration de la carte sociale de l'Europe qui va changer. D'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, on dit que l'histoire ne se répète pas. Béguet, au contraire, en fait, les déplacements de population pendant cette guerre expliquent aujourd'hui les tensions en Ukraine. En Ukraine aujourd'hui, vous avez deux peuples. Vous avez à l'est ce qu'on appelle les Ukrainiens russophones. Ce sont en fait des Russes qui se sont déplacés vers l'Ukraine pour administrer, pour gérer cette partie. Au lendemain de la guerre, l'Union soviétique s'est agrandie. Et le fait que cet État ait occupé l'Ukraine pousse les populations russes à se déplacer vers l'Ukraine. Mais lorsque, dans les années 90, l'Union soviétique va s'effondrer, les populations ukrainiennes russophones restent là. Donc, restent dans cette partie. Aujourd'hui, il est question pour que l'Ukraine regagne l'espace européen. Et cela va provoquer une division entre les Ukrainiens. Ceux qui sont Ukrainiens russophones, cela veut dire qu'ils parlent russe, ne veulent pas de leur intégration vers l'espace de l'Europe occidentale, pendant que les Ukrainiens de l'Ouest sont favorables à cela. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui les tensions dans l'espace russe. Tout est parti des conséquences sociales, parce que la guerre aura provoqué des déplacements de population d'une zone à une autre, d'une région à une autre. Et les conséquences aujourd'hui, vous le vivez, c'est l'histoire qui est en train de bégayer à ce niveau. Voilà donc les conséquences sociales qu'il faudra retenir. Un petit droit. Nous allons maintenant nous intéresser aux conséquences économiques et matérielles. Conséquences économiques et matérielles. Les conséquences politiques et matérielles. Alors, le premier constat qu'il faut faire pour comprendre
ces énormes pertes matérielles et économiques, nous l'avons déjà signalé, c'est que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Donc, une guerre d'anéantissement. Donc, la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Il faut anéantir les forces de l'ennemi. Alors, ici, nous allons nous intéresser dans un petit tas aux conséquences économiques, puis aux conséquences matérielles. Donc, vous mettez en petit a les conséquences économiques. Les conséquences économiques de la guerre. Bien, la guerre aura engendré des fortunes diverses. Entendez par là, certains ont profité de la guerre pendant que d'autres ont été victimes de la guerre. Intéressons-nous d'abord à ceux qui ont été victimes de la guerre. Parmi les victimes, vous avez l'Europe. L'Europe était le principal théâtre des opérations. La guerre s'est déroulée dans l'espace européen, avant de s'étendre dans l'espace russe et dans l'espace asiatique. Donc, Europe, principal théâtre des opérations, a payé un lourd tribut. Donc, l'Europe, principal théâtre des opérations, a payé un lourd tribut. Très bien, on va donner quelques exemples de destruction dans le domaine économique. Pendant la guerre, l'économie européenne est gérée par qui? Quels sont ceux qui géraient l'économie européenne? En Europe, attendez, sur le vieux continent. Oui, je n'ai pas bien entendu. Non. Quels sont ceux, nous sommes pendant la guerre de 1939 à 1945. Quels sont ceux qui avaient en main les destinées de l'Europe pendant cette période? Nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale. Quels sont ceux qui étaient en fait aux commandes dans l'espace européen entre 1939 et 1945? Ce sont les... Nous sommes en 1939. De 1939 à 1945, nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant cette période-là, qui était aux commandes de l'économie européenne? Qui dirigeait l'Europe? L'Europe se retrouvait entre les mains de quelle puissance? C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui avait occupé. Tout à l'heure, lorsqu'on s'est intéressé aux phases de la guerre, nous avons dit qu'entre 1939 et 1941, les Allemands n'avaient remporté que des victoires. C'est en 1942 seulement qu'ils ont commencé à être, après leur défaite, à replier sur eux. Mais jusqu'en 1944, encore, ils dominaient quelques poches dans l'espace européen. Par conséquent, l'économie européenne, pendant cette période, était entre les mains des Allemands, qui vont alors mener une politique économique allant dans le sens de renforcer leur domination. Les Européens qui veulent continuer la guerre n'ont pas les moyens. Donc, les ressources européennes, pendant cette période, vont être pompées pour satisfaire les besoins de l'industrie allemande. Raison pour laquelle, à partir de 1939-1940-41, précisément 1943, où vraiment la défaite de l'Allemagne va permettre aux Russes de récupérer quelques
ressources. Donc, ce qu'il faut retenir par là, dans le contexte des conséquences économiques, l'Europe voit son économie gérée pendant cette période par les Allemands. Or, l'Europe ne s'est pas laissé faire. L'Europe a continué la guerre. Mais l'Europe n'a pas les moyens de continuer cette guerre. Parce que l'économie, le territoire, les ressources sont entre les mains des Allemands. Donc, la solution, c'était tout simplement d'emprunter auprès des Américains pour résoudre le problème. Donc, c'est ce qu'on appelle le prêt-bail. Donc, la solution, vous avez le prêt-bail. Alors, cela veut dire que les Américains vont vendre des produits aux Européens qui vont payer après. C'est ça qu'on appelle donc le prêt-bail. Parce que jusqu'en 1941, les Américains avaient adopté ce qu'on appelle le cash and carry. Cash and carry. Cela veut dire vous achetez le produit et vous le transportez. Mais les Européens n'ayant pas les moyens, n'ayant pas d'argent pour pouvoir acheter des vivres, acheter des armes qui peuvent les aider à continuer la guerre, vont alors être aidés par ce nouveau système, le prêt-bail. Avec ce prêt-bail, nous sommes toujours dans le cadre. Nous avons dit que nous allons nous intéresser d'abord aux méfaits, donc aux effets négatifs. L'Europe va s'endetter. Donc, avec le prêt-bail, vous avez un endettement de l'Europe. L'Europe est endettée au lendemain de la guerre. D'ailleurs, c'est pourquoi elle va décliner au profit des Américains, des Soviétiques et autres. Par rapport donc aux conséquences économiques, la guerre n'a pas fait que des malheureux. Si l'Europe, principal théâtre des opérations, est sortie endettée, est sortie affaiblie économiquement, son industrie complètement démantelée, les États-Unis et d'autres États ont profité de la guerre. Parmi les États qui ont profité de la guerre, vous avez les USA. Ils ont vu leur agriculture connaître une croissance de 33%. Ils voient leur économie connaître une croissance de près de 15%. Donc, les États-Unis sont sortis renforcés de la crise. Les USA sont renforcés au lendemain de la crise. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils parviendront aux accords de Bretton Woods du 25 juillet 1944 à imposer le dollar comme monnaie de réserve et comme monnaie d'échange international. Donc, la guerre aura largement profité aux Américains. D'autres États ont aussi profité de la guerre. C'est le cas du Brésil. Le Brésil a beaucoup profité de la guerre en vendant des vivres aux belligérants, ceux qui sont en train de se battre. Un autre État qui a profité de la guerre, vous avez l'Union soviétique, pardon, vous avez l'Union africaine, l'Union
sud-africain, entendez par là l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud en vendant des armes aux belligérants. Le Canada aussi en a profité. Il en est de même de l'Argentine. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en somme? Dans le domaine économique, la guerre n'a pas fait que des malheureux. Si l'Europe est sortie, est dévastée, est ruinée, endettée, certains États ont largement profité de la crise. C'est le cas des États-Unis, où l'économie et les industries étaient en plein régime. La production est abondante, d'autant plus que le client est à côté. Vous avez le cas aussi du Brésil, de l'Afrique du Sud, etc. Voilà donc les conséquences économiques qu'il faudra retenir de cette guerre. Et en petit b, on va s'intéresser aux conséquences matérielles. Les conséquences matérielles. Les conséquences matérielles. Alors, si on essaie d'estimer le coût de la guerre en termes de destruction et de dépenses de guerre, c'est à des milliers de dollars, à des millions de dollars. Vous avez les destructions dans l'espace monde estimées, donc les destructions sont estimées à 1200 milliards de dollars US. Donc la guerre a détruit l'espace monde. Pendant que les dépenses de guerre sont estimées à plus de 2000 milliards de dollars US. Donc on aura trop dépensé pour détruire le monde. Toujours dans le contexte des conséquences matérielles, certaines villes vont être transformées en villes fantômes. C'est le cas dans l'espace allemand. Vous avez des villes comme Dresde. C'est une ville qui est détruite à 95%. À 95%. Vous avez Hambourg, une autre ville allemande, détruite à 90%, et ainsi de suite. Dans l'espace russe, on va dénombrer plus de 70 000 villages. Ont été détruits. Plus de 1700 villes détruites. Vous avez aussi les chemins de fer, 65 000 kilomètres de voies ferrées complètement détruites. Les usines touchées à 70%. Uniquement dans l'espace russe. D'ailleurs, c'est pourquoi l'Union soviétique a été la principale victime de la
crise. Donc, l'Union soviétique a payé un lourd tribut si on s'intéresse à ces espaces qui ont été détruits. Donc, l'Union soviétique, URSS, est la principale victime. Est la principale victime de la guerre. Très bien. Dans l'espace anglais, donc, en Grande-Bretagne, vous avez la marine marchande détruite à 50%. La flotte marchande de la Grande-Bretagne est détruite à 50%. La France et l'Italie voient le potentiel industriel détruit aux 3/4. Le potentiel industriel détruit aux 3/4. Donc, le potentiel industriel de l'Italie et de la France ont été touchés. Le potentiel donc a été touché donc aux 3/4, autant pour moi. C'est valable aussi pour la destruction de tunnels, etc. Donc dans l'espace français comme dans l'espace italien, on a dénombré beaucoup de dégâts. Donc en somme, l'Europe a été réduite en un vaste amas de cendres. Europe réduite en un vaste amas de cendres et de ruines. Alors, puisque l'Europe a été le principal théâtre des opérations, réduite en un vaste amas de cendres et de ruines, la guerre terminée, l'Europe va décliner au profit de deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Tout à l'heure, nous avons eu à parler des retombées économiques de la guerre pour les États-Unis. Les Soviétiques ont aussi profité de la guerre. Avec cette seconde guerre mondiale, l'Union soviétique s'est agrandie vers l'Ouest. Cette annexion des États à l'Ouest va permettre à l'Union soviétique d'engranger beaucoup de ressources naturelles. Et en plus de cela, l'Union soviétique, en s'agrandissant vers l'Ouest, va imposer dans tous les États qui seront libérés par l'armée rouge le système communiste. Donc, l'Union soviétique est aussi bénéficiaire de la crise. Et aussi, pendant cette période, la science va se développer dans l'espace russe, notamment dans le désert de la Sibérie. Donc, en somme, la guerre va entraîner le déclin de l'Europe et la montée en puissance des États-Unis et de l'Union soviétique. Ces deux superpuissances vont alors réorganiser les relations internationales sur de nouvelles bases avec la naissance de l'ONU. Et enfin, on va s'intéresser aux conséquences politiques. Nous sommes au niveau des conséquences politiques.
Alors, pour ces conséquences politiques, nous pouvons retenir un petit temps. Si vous voulez, on va le faire en un seul trait pour éviter trop de sous-titres. Donc, pour les conséquences politiques, la première conséquence qu'on peut retenir, il y aura le tracé d'une nouvelle carte de l'Europe et du monde. Donc ici, une nouvelle carte est tracée en Europe et dans le monde. Alors, en traçant cette nouvelle carte de l'Europe, les États qui avaient été annexés par l'Allemagne vont être récupérés. L'Allemagne donc va être ramenée à ses frontières de 1937. Donc, dans l'espace européen, voilà un exemple. Toujours dans l'espace européen avec cette nouvelle carte, l'Union soviétique va s'agrandir vers l'ouest en annexant les États baltiques. Donc ici, expansion russe vers l'ouest. Alors, l'Union soviétique s'agrandit vers l'ouest en annexant les États baltiques. Les États baltiques. Alors, qui étaient ces États baltiques? Vous avez l'Estonie, vous avez la Lettonie et la Lituanie. Voilà donc les États baltiques. En plus des États baltiques, l'Union soviétique a occupé la province nord de la Prusse orientale. Donc, province nord de la Prusse orientale. Alors, si vous vous référez sur un fond de carte de l'espace européen, vous avez l'Union soviétique à ce niveau. L'Union soviétique va annexer les États baltiques. Donc ici, vous avez la mer Baltique, ce qui va permettre à l'Union soviétique de s'ouvrir aux mers chaudes. L'Union soviétique va annexer aussi la province orientale de la Prusse, la province nord, donc la Prusse orientale. Vous avez l'Union soviétique qui va annexer la province orientale de la Pologne ici, qui a été occupée depuis 1939, ne le perdez pas de vue, dans le contexte du pacte germano-soviétique. C'est un pacte de non-agression, de non-participation, qui cependant a été doublé d'un protocole secret, à savoir le partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'Union soviétique. C'est ainsi que l'Union soviétique va annexer la province orientale de la Pologne. L'Union soviétique s'est aussi agrandie vers le sud en occupant la Bessarabie et la Ruthénie. Voilà donc la nouvelle carte qui est dessinée dans l'espace européen et asiatique, en tout cas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, autre élément important dans le domaine politique, les États de l'Europe de l'Est, qui étaient libérés par l'armée rouge, on va imposer le système communiste. Donc ici, système communiste imposé dans les États libérés
par l'armée rouge. Entendez par armée rouge l'armée soviétique. Alors, on impose le système communiste dans tous les États qui ont été libérés par l'armée rouge. Toujours dans le cadre de la transformation de la carte de l'Europe, autre élément qu'on peut retenir, les frontières de la Pologne vont être modifiées. Donc, modification des frontières de la Pologne. Les frontières de la Pologne vont être modifiées. La Pologne a perdu sa province orientale. Ici, vous avez la Pologne. Ici, vous avez donc l'Union soviétique qui a annexé une partie de la Pologne, la province orientale de la Pologne. La Pologne va à son tour être dédommagée à l'ouest, vers l'Allemagne, jusqu'à la ligne Oder-Neisse. Oder et Neisse, ce sont deux rivières en Allemagne. Et en plus de cela, la Pologne va s'agrandir vers le nord en occupant la province sud de la Prusse orientale. Donc, la carte de la Pologne va être modifiée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne et l'Autriche vont être divisées en 4 zones d'occupation. Donc, division de l'Allemagne. Donc, ici, division de l'Allemagne. Et de l'Autriche. En 4 zones d'occupation qui seront confiées aux 4 grands vainqueurs, à savoir le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et l'Union soviétique. Très bien. Autre élément important par rapport aux conséquences politiques. La guerre terminée, on va transformer les régimes dictatoriaux en régime parlementaire et démocratique. Le régime politique de l'Allemagne va être transformé. D'une dictature, on va passer à un régime parlementaire démocratique où les forces vont être équilibrées. C'est le même cas que vous avez dans l'espace japonais et le même cas dans l'espace italien. Donc retenez, au lendemain de la guerre, les régimes dictatoriaux vont être transformés en démocratie parlementaire où les forces vont être équilibrées. Dans l'espace japonais, par exemple, l'empereur ne jouera plus que des fonctions honorifiques. Le pays est de surcroît occupé par les Américains et qui vont gérer ce pays jusqu'à une certaine autonomie dans les années 60. Très bien. Et le dernier élément qu'on peut retenir en rapport avec les conséquences politiques, la participation des Africains décolonisés à la guerre. Cette participation des colonies à la guerre va entraîner ce qu'on appelle l'effondrement du mythe blanc. On avait peur du blanc, mais au front, on se rend compte que ce blanc est vulnérable. Celui-là qui est supposé apporter la civilisation a montré des signes de barbarie dans l'espace européen, dans les fours crématoires, les chambres à gaz et autres. Donc le mythe blanc va s'effondrer. Et au lendemain de la guerre, les colonies vont revendiquer l'indépendance, conformément aux engagements des puissances coloniales avant la guerre. Et en plus de cela, les États-Unis et l'Union soviétique étaient favorables à la décolonisation. Donc cette nouvelle donne va pousser les mouvements nationalistes à se radicaliser au lendemain de la guerre en faveur de l'indépendance. Voilà donc, résumé, les conséquences politiques de cette guerre. Et retenons maintenant, en conclusion, donc au terme de cette leçon, donc la conclusion, le premier élément que l'on peut retenir en
dans cette conclusion, la guerre a été provoquée par la combinaison de plusieurs facteurs. Donc ici, guerre provoquée par la combinaison de plusieurs facteurs que nous avons passé en revue. Deuxième élément important, la guerre va marquer les esprits par l'ampleur de ses dégâts. Donc, guerre ayant marqué les esprits par l'ampleur de ses dégâts. Donc, et c'est une guerre qui a profité à certains et malheureusement a été une conséquence dévastatrice pour d'autres. Autre conséquence qu'on peut retenir, la guerre terminée, on va essayer de réorganiser les relations internationales. Donc, réorganisation des relations internationales pour préserver les générations futures des fléaux de la guerre. Alors, comment on va réorganiser les relations internationales? On va créer une nouvelle organisation en remplacement de la SDN, à savoir l'ONU, qui va essayer donc de préserver les générations futures des fléaux de la guerre en faisant la police. Mais il y a un bémol. Les Américains et les Soviétiques, qui sont les principaux vainqueurs de la guerre, ne s'entendent pas sur la réorganisation des relations internationales. Pour les soviétiques, le système capitaliste est un échec. La Première et la Seconde Guerre mondiale ne sont en réalité que les conséquences de l'échec du système capitaliste. Il faut alors promouvoir le système communiste. Pendant que pour les Américains, le système capitaliste est encore viable, il y a quelques points par là qu'il faudra donc rectifier. Et ne s'entendant pas sur la réorganisation du monde, ces deux nouvelles puissances vont alors entraîner le monde dans une nouvelle crise aux conséquences énormes. Il s'agit de la guerre froide. Une guerre opposant Américains et Soviétiques par personne interposée entre 1947 et 1989, 90 ou 91, selon donc les bornes qui sont retenues par les historiens. Et ainsi donc se termine cette leçon portant sur la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Je vous remercie.